gars, j'ai confectionné le concept parfait pour l'adaptation de votre jeu vidéo. Alors, écoutez-moi bien. Ça commence de nos jours avec un mec blanc oubliable, on va dire Finn Wolfhard. Il joue à votre jeu sur son téléphone quand soudain, machin magique et boum! Oh non! J'ai été isekai dans Red Shadow Legend! Red Shadow Legend, le célèbre jeu mobile RPG se passant dans un univers de fantasy riche et sombre. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais en ce qui me concerne, le jeu est devenu encore plus fun ces derniers temps, avec des tas de nouveaux contenus à explorer. Et c'est idéal pour passer le temps sans pour autant être chronophage dans mon travail. Et en plus, vous avez de la chance, car en débutant maintenant, vous pouvez profiter de 3 champions légendaires et un puissant champion épique. Et ce pour une durée limitée, pour que vous ayez un départ spectaculaire. T'es qui, toi? Je suis la légendaire Elenaril, de la faction des grands elfes. Et tu peux m'avoir dès le début. Je suis une championne unique avec une mécanique de poison puissant. Tu peux appliquer du poison AOE et le faire détonner instantanément pour les dégâts conséquents, me rendant très efficace dans une partie PvE, comme les boss de Dragon et Tour Maudite. Vous pouvez mettre Sydney Sweeney dans le rôle? Et perdre de l'argent? Non, on va mettre une actrice qui est beaucoup plus populaire et qui enchaîne beaucoup plus les succès au box-office, hein. Oh wow! Et toi, t'es qui? Je suis Valarine l'égalisateur, et je suis gratuit en me connectant pendant 7 jours au cours de la chasse à Valérine. Juste assurez-vous de commencer le nouvel événement global de Red Shadow Legend, la toile de corruption, avant le 31 juillet. Bon, lui, il est grand et il a des longs doigts, donc ça me paraît évident qu'on va mettre... Jared Leto? Bah non! Doug Jones! Et on peut caser Jack Black quelque part? Ouais, c'est vrai que lui, il rapporte de l'argent. On va raider des Shadows. Ça va être trop une légende. Et en restant connecté pour 7 jours de plus, vous pourrez profiter de tous les bonus de Valarine, idéal pour l'événement limite du donjon de Raya, le défunt. Vous pourrez gagner des armures pinpoint et bien d'autres récompenses de grande valeur. Retrouvez le lien dans la description ou utilisez le QR code juste là pour débloquer les 3 champions légendaires et le champion épique. Dès le début, vous aurez la légendaire Elenarine de la faction des grands elfes. Et après ça, dès que vous atteignez le niveau 15, vous débloquerez Galek, le puissant champion épique ultime. Grand baraque est ouvert? Oui, bon, lui, ça me paraît évident. Yeah, Mark Ruffalo. Et ce n'est pas tout, et oui, ils sont sympas comme ça. Pour un départ vraiment légendaire, vous pourrez obtenir un 3e champion légendaire en utilisant un des 6 codes promo disponibles et choisir celui que vous préférez pour l'ajouter à votre équipe. Aussi, utiliser ce lien aide ma chaîne et mon émission, donc profitez-en. Et à la réal, on confie ça à Taiki Waititi. Oh bah, on approuve. Yes! Merci beaucoup à Red Shadow Legend pour cette collaboration. De rien. Maintenant que ça c'est fait, ça vous dit qu'on regarde le dernier Fermula? Je suis sûr qu'il a fait un nouvel épisode qui sera absolument apolitique. J'y crois pas, vous l'avez toujours pas dégagé? Non, mais c'est pas comme s'il allait faire plus de dégâts à ce stade. Bah, un peu aussi, Non, ces locaux sont abandonnés, on fait nos films à côté maintenant. Oh. Quand même con de délaisser ces locaux, hein. Ah, on arrive à se débrouiller sans. Si vous le dites. Par contre, c'est moi où il s'acharne beaucoup sur le sol, là. Ah ouais, un peu bizarre, ouais. Attends. C'est moi où il dessine un cercle, là. Ah ouais, j'avais jamais remarqué. Un cercle et des triangles dedans. Ouais, il s'amuse, je suppose. Une minute. Mais ce cercle, on dirait Ah, évidemment. Il a invoqué Elisonia. J'aurais dû m'en douter. Bon, fallait dire aux autres de se serrer les fesses. Hein. Avec de la chance, il aura une pénurie de sang de vierge et il retournera dans sa dimension infernale. Oh, quoi? T'aurais préféré que ce soit lui qui gère? Oui, je me balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Oui, moi aussi. Allô? Sors-nous de là! Maintenant qu'il est chez toi, tu peux t'approcher pour l'achever et tous nous libérer! Pourtant t'as qu'à prendre l'épée de lumière et... Flemme. Bon, on se fait un Popeye? Quoi?
rachat de Warner par Paramount est la pire chose qui pourrait arriver à Hollywood. Et ceux qui disent le contraire sont soit très mal informés sur les véritables enjeux de ce rachat, soit bien informés mais adorent que le président violeur, pédophile, raciste, fasciste qui préfère faire tuer des gens innocents dans tous les territoires du monde avec son meilleur ami génocidaire poursuivi par la Cour pénale internationale, que de subir les conséquences de ses multiples crimes, puisse contrôler tous les médias journalistiques et audiovisuels du pays, comme le bon gros dictateur à l'ancienne qu'il a toujours été. Le mot collabo ne sera pas discuté dans cette vidéo. Et c'est pas la peine de sortir vos Michael J parle plus de politique que de cinéma, parce que là, pour le coup, la politique est en train de détruire le cinéma hollywoodien. Voire le nôtre, mais on en reparlera de ça. C'est pour ça que je parle de politique dans mes vidéos, parce que la politique a un impact sur les films, et là, on peut pas faire plus impactant. Littéralement, des films que j'adore n'auraient jamais pu exister si Trump contrôlait Hollywood comme il essaye de faire là maintenant. Mais bon, avant de parler des véritables soucis de cette situation, faisons un récapitulatif de comment on est arrivé dans cette merde. Nous vivons dans un Monopoly. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que Warner a été racheté il y a quelques années par le destructeur de monde David Zaslav, alias David Spatar, à travers sa compagnie Discovery. Cela a provoqué un gros bordel entre des films supprimés pour alléger des taxes, notamment des films terminés et prêts à sortir, la suppression quasi totale de leur production animée au point que même leur licence phare, les Looney Tunes, ont dû aller se faire distribuer par une autre boîte pour que leurs films sortent, pour dire la merde, et bien sûr, beaucoup de licenciements parce que ce bâtard priorise son salaire à lui et ses potes actionnaires plutôt que celui de ses employés. Beaucoup supposent qu'il faisait de la merde exprès pour revendre pas cher la compagnie à un autre. Et ils avaient raison. Sauf que David Spatar est tellement con qu'il a pas réussi à tuer Warner malgré ses efforts visibles, vu que Warner tournait pas si mal malgré les bâtons dans les roues. Oui, il y a eu un paquet de flops, mais pas plus que d'autres studios, et principalement dû à la direction qui les ont laissés crever. Les derniers films de l'ancien univers cinématographique DC, comme Flash, Aquaman 2 ou le pas si mauvais Blue Beetles, ainsi que le trop sous-estimé Mickey 17, une bataille après l'autre malgré son succès critique, Furiosa de George Miller, aussi très sous-estimé, et le projet de passion de Kevin Costner déjà mort d'avance, Horizon. Mais la Warner a aussi eu des succès plus ou moins surprenants, que ce soit des films qui ont été lancés avant sa prise de pouvoir comme les excellents Wonka, Challengers, Evil Dead Rise et Barbie, les très chouettes Dune 2, Godzilla X Kong, Beetlejuice et... Meg 2. Oui, ce truc a eu du succès. Moi aussi, j'ai envie de mourir. Même des films qu'il a approuvés et qui ont été faits durant son règne s'en sont bien sortis malgré leur nullité, comme Minecraft le film et l'adaptation d'Hurlevent critiquée pour son whitewashing. Oui, whitewashing, en 2026. Tu peux fermer ta gueule, Elon, parce que ton cul de nazi masculin ne supporte pas qu'une femme noire soit castée dans le rôle d'une belle femme. Mais on a aussi eu d'excellents films qu'il a permis de mettre au monde, comme le Superman de James Gunn, qu'il a mis à la tête de la franchise DC Studios, ce qui a revigoré l'intérêt du public pour celle-ci. On a aussi eu le retour en fanfare d'une des licences d'horreur les plus fun, Destination Finale, ainsi que, surprenamment, des films originaux comme F1, je suppose qu'on peut dire original dans ce cas-là, Compagnon, Évanoui de Zach Cregger, et le Sinners de Ryan Coogler. Avec ce que ce bâtard avait annoncé avec son programme sexiste et ses intentions racistes rapportées par bon nombre d'employés, c'est marrant de le voir dans une situation où il est obligé d'admettre que... Ben oui, en fait. Les films réalisés par des femmes qui assument d'être enfantins et ou avec des propos politiques engagés, voire critiquant le racisme, et ben ça rapporte du fric. Et en tant que capitaliste neuneux, il se doit d'accepter cette réalité et continuer à prioriser ces films-là, plutôt que des trucs comme Joker 2, ou des films supposés être des hits assurés qu'il défend juste pour faire chier MeToo, comme Flash, ou des films que les droitards réactionnaires kiffent, comme un vieux western sur des gentils colons blonds qui ont conquis l'Amérique, ou des films d'action prenant le spectateur pour un abruti, comme Red One. Les anti-woke qui soutenaient ce connard uniquement parce qu'il avait supprimé un film de super-héros féminin de couleur et ami avec une femme trans doivent bien se sentir cons. S'ils étaient encore capables de ressortir le ridicule. C'est pour ça que, d'un côté politique ou de l'autre, il ne faut pas s'attendre à un engagement politique de la part de corporatistes. Leur seule idéologie concrète est le pognon. Comment imaginer qu'une entreprise de pointe ait d'autre but que notre intérêt ? Et que ça vous plaise ou non de l'admettre, faire des films avec des femmes, des personnes de couleur qui disent que le racisme c'est mal, c'est pas de l'extrême gauchisme, c'est de la simple décence humaine, qui est totalement compatible avec de la logique marketing toute bête. Et quand tu vois tous les succès de 2025, eh ben désolé de vous le dire, mais Hollywood va prioriser encore plus les trucs avec les femmes et les non-blancs. Go woke, go être plus rentable que Tron Ares. Et là vous vous dites probablement, mais si ça marche aussi bien que ça, est-ce qu'il a encore besoin de revendre Warner ? Oui,
Parce que même avec ses succès, ce bâtard a tellement fait de la merde avec le rachat de Warner et le transfert de la dette de Discovery sur le studio, alors qu'à la base il devait baisser la dette préexistante de Warner durant l'exercice de ses fonctions, qu'ils ont fini avec la plus grosse dette du milieu hollywoodien. Le succès des films Warner de 2025 ont surtout permis d'augmenter le prix de vente de Warner. Parce que, bien sûr, ça va intéresser les autres studios d'avoir des licences lucratives. En octobre 2025, ce bâtard prépare alors la mise en vente de Warner. Que ce soit d'une partie des activités de Warner ou une fusion totale. Parce qu'en fait, le véritable plan de ce bâtard, c'est défusionner Warner et Discovery. Pour ainsi se tirer avec le pognon qui s'est fait avec Warner, pour compenser les dettes qu'il a accumulées chez Discovery. Un vrai parasite, le mec. Un PDG, quoi. Parasite, dégueu, gênant. Ça c'est vu à la façon dont il s'est augmenté son propre salaire dès qu'il est arrivé à la tête de Warner et que durant la procédure de rachat de la boîte, il a revendu toutes ses parts de Warner et a cherché à augmenter au plus vite son parachute doré. Ce que le conseil administratif de la boîte a refusé parce que non connard, on va tous perdre du pognon à cause de toi, tu seras pas épargné. Et acheter Warner, donc posséder des licences aussi lucratives que Superman, Batman, Minecraft, Harry Transphobe, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Godzilla, Kong, Mortal Kombat ou même Pokémon. Oui, ils ont distribué les films depuis le premier long métrage et ont fait le film Détective Pikachu avec Legendary Entertainment, donc les films Pokémon c'est un peu à eux aussi. Bref, tout ça intéresse les autres grosses compagnies d'Hollywood qui n'ont pas autant de licences cultes. Et qui en aurait bien besoin. Ce qui comprend Universal, Netflix et Paramount. Une enchère se lance autour d'octobre 2025 et au final, 2 mois plus tard, Netflix propose la meilleure vente avec 83 milliards de dollars pour reprendre tout ce qui est production audiovisuelle. HBO, HBO Max et Warner Studios. Le reste, à savoir les chaînes documentaires et d'information, reste chez Discovery comme le veut ce bâtard. C'était malheureusement sans compter sur Paramount qui a harcelé Warner, y a pas d'autre mot, pour le forcer à fusionner avec eux malgré de nombreux refus. Insistance qui est allée dans la pression judiciaire et présidentielle pour empêcher Netflix d'obtenir Warner, pour qu'ils puissent l'acheter eux-mêmes à la place. Ce qui a fini par Warner, qui a fini par céder, et Netflix qui laisse tomber la course, laissant le studio à Paramount. Et cet acharnement est dû au parasite qui dirige actuellement Paramount, David Ellison. Oui, encore un David. David Ellison, le loser qui paye pour gagner. Je ne vais pas trop vous expliquer qui est David Ellison parce que Nicolas Delage a déjà fait une excellente vidéo sur le bonhomme. Mais en gros, David Ellison, comme beaucoup de nouveaux entrepreneurs soudainement riches et puissants et très conciliants avec le pouvoir en place, est en fait un fils de papa milliardaire qui a encore des caprices d'enfant à l'âge de 40 ans. Et qui est tellement un loser que quand il fait un truc et échoue complètement, genre devenir acteur ou faire un film, il refuse d'apprendre la leçon et s'impose en pleurnichant auprès de son papa et ses potes riches. C'est ainsi qu'il devient le patron de sa propre boîte sans expérience ou réussite sur son CV, Skydance. On appelé à faire virer Kathleen Kennedy de Lucasfilm pour un seul plantage dans toute sa carrière, mais David Ellison, lui, devient patron de sa propre boîte après un échec encore plus énorme et stupide que Solo. Comment voulez-vous qu'on ne déteste pas les riches ou qu'on conclue que les critiques de Kathleen Kennedy sont juste sexistes à ce stade? Le seul talent que je veux bien lui reconnaître, c'est que parfois il sait bien choisir des films qu'il finance, vu qu'il a commencé avec la production de l'excellent True Grit des frères Coen, qui non seulement a permis de placer les bases de Skydance avec son succès financier, mais a aussi eu le prestige nécessaire dans l'industrie hollywoodienne avec une dizaine de nominations aux Oscars. Qui n'est sûrement pas dû à son papa super riche qui a graissé la patte du comité. Non. C'est pas comme si à l'époque les Oscars étaient encore contrôlés par Weinstein, non Bon après ils en ont gagné aucun parce qu'en face il y avait... Dégage-toi! Et le timing lui a souri, car en s'associant à Paramount Pictures en 2009, ils ont pu mettre la main sur 2 licences phares qui a permis à la compagnie de gagner en puissance. Star Trek, dont Skydance a produit Into Darkness et Sans Limite, et Mission Impossible que Skydance a relancé avec l'excellent Protocole Fantôme de Brad Bird. La prochaine fois, c'est moi qui séduirai le riche. Il a aussi produit Jack Reacher et Annihilation, mais le film qui a assouvi la puissance totale de Skydance au point qu'il a pu prendre le contrôle total de Paramount, tel le cancer qu'il aime, c'est le méga succès de la mort qui tue de Top Gun Maverick. Mais ne faites pas l'erreur de lui donner le moindre crédit pour la qualité et le succès de ces films-là, parce que là, ce sont ces rares bons films dans son CV. Et encore, il a pas vraiment fait ces films, il les a financés. Et c'est les vraies personnes avec du talent qui ont fait tout le boulot. Parasite dégueu gênant. Parce que Skydance c'est aussi Agent Stone, Baywatch Alert à Malibu, Adam à travers le temps, le nul à chier Jack Ryan avec Chris Pine, Six Underground, The Tomorrow War, Life, Geostorm, Snake Eyes, pas le film de Brian De Palma, non le spin-off de G.I. Joe, Spy Kids 4, pardon 5, c'est vrai qu'on en est à 5 maintenant, Terminator Dyslexie, ainsi que Dark Fate dont je suis un des rares à aimer, et je n'ai pas vu les films Old Guard mais vu leur accueil critique,
ouf. Aussi Transformers Rise of the Beast qui est loin d'être le pire Transformers, mais loin d'être le meilleur non plus, même en live action. Il arrive même pas à être juste mémorable. Mais le pire de Skydance est probablement World War Z, adaptation d'un bouquin qui reprend rien du tout du bouquin pour faire le film de zombie le plus nunu du monde sans la moindre trace de sang ou de gore, où le beau gosse Brad Pitt sauve le monde en s'associant à Israël. On va à Jérusalem. Le bière divine, pas du tout subtil quand il dit ça. Oh, get off the cross, we need the wood. Israël, qui dans ce film a survécu à l'apocalypse zombie grâce à, je ne déconne pas, leur racisme et isolationnisme. Les mois d'avant octobre 73, nous avons vu les mouvements des troupes arabes et nous sommes unanimement convenus qu'ils ne constituaient pas une menace. Eh bien, un mois plus tard, les Arabes manquaient de nous pousser à la mer. Alors on a décidé de faire autrement. Mais ce lieu sûr est gâché par la simple existence de l'entente israélo-palestinienne avec les deux peuples qui chantent ensemble, attirant les zombies en masse. On est vraiment à 2 doigts du film de propagande là. Heureusement, Brad Pitt, aidé du docteur, si vous pensez que c'est moi qui fais une blague, non, le film aussi fait cette blague, découvre que le meilleur moyen de se protéger des zombies est d'avoir déjà un virus en soi. Ça, c'est la porte d'accès à votre corps, voyez? Et ça, ce sont de gros virus et de gros microbes. Voici ce qui arrive quand ils essaient de passer la porte tous à la fois. Donc, si j'ai bien compris, je suis indestructible. Oh non, 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 en fait, le moindre courant d'air risque... Indestructible. Et il fête sa découverte avec un triste placement produit honteux pour Pepsi. Et ce, avant de rentrer chez lui pour battre sa femme et ses gosses. Et malgré qu'il avait fait un des pires films de zombies du monde, David Ellison en est tellement fier qu'il force pour relancer une suite. Ce qui ne donne rien depuis 12 ans parce que personne ne voit l'intérêt de continuer ce truc. Move de loser, encore une fois. Et je ne parle pas de la sous-société Skydance Animation, dirigée par John Lasseter, ancien patron du Pixar et du département d'animation de Disney, qui a été dégagé car il aime un petit peu trop les câlins surprises avec les femmes qui bossaient pour lui. Ça, je suis sûr que je pourrais vous avoir un rôle dans Toy Story 3. Oh pardon, c'est à moi. Excusez-moi les filles, j'étais enchanté de discuter avec vous et si vous aviez besoin d'un petit coup de pouce dans le métier, je serais ravi de vous aider. La sortie, c'est par là. Et clairement on a perdu le talent du mec de Toy Story dans la foulée. À supposer que c'était lui le talent et pas un mélange de lui et de l'équipe de l'époque. Car chez Skydance Animation, il a fait le très beauf Luck, le très beauf Eliane et le sortilège, malgré son propos intéressant de quelquefois tu dois accepter que tes parents divorcent, le pas incroyable mais quand même un peu honnête aventure croisée, et il a apparemment foutu la merde dans la production du prochain Brad Bird, qui clairement regrette d'avoir été fidèle à ce con. Mais bref, grâce au méga succès de Top Gun Maverick et le pognon de son papa, David Ellison a pu lancer des négociations pour fusionner avec Paramount, finissant ainsi cette métastase. Mais le truc, c'est que les fusions de ce genre, aux États-Unis, sont très surveillées. À la base, c'était pour assurer que dans une société économiquement libérale, on évite qu'une corporation ait un monopole pour garantir une diversité politique, économique et d'offres qui arrangent tout le monde. Plus concrètement, ça garantit qu'on offre aux clients des prix justes et compétitifs au lieu de subir un haha, je suis le seul producteur de bonbons donc je peux vendre 100 balles le dragibus, qu'est-ce que tu vas faire, aller chez la concurrence qu'il y en a pas? Ça garantit aussi aux employés qui ne seront pas maltraités par le patron, qui seraient trop rassurés que leurs subordonnés ne peuvent pas juste démissionner et aller à la concurrence. Et même ça arrange les patrons eux-mêmes, car grâce à ce genre de réglementation, ils sont amenés à revigorer leur production régulièrement, au lieu de trop compter sur la même tactique jusqu'à épuisement et donc l'écroulement de leur business. Bref, cette loi anti-monopole est juste bonne pour le business et le système capitaliste sur lequel il se repose. Cette loi antitrust a même déjà été appliquée contre Paramount en 1948, car à l'époque, il y avait que 5 gros studios qui possédaient tout le système cinématographique du pays, de la production à la distribution jusqu'aux salles de cinéma, au point que les studios pouvaient décider dans quelle salle ils diffusaient leurs films. La Cour suprême américaine a forcé Paramount à mettre fin au système des studios, ce qui a permis la naissance du cinéma indépendant hollywoodien. Et quand on voit qu'avec ce rachat on est parti pour se retrouver avec moins de gros studios qu'en 1948, et qu'en plus les Badgers priorisent les sites de streaming plutôt que les salles de cinéma, on en revient au même problème qu'en 48 mais en pire. Donc pas de raison que la loi ne s'applique pas ici. Malheureusement, Trump, le parti des tricheurs. Trump, qui est le plus gros des losers riches qui achètent sa place et nie le moindre de ses échecs comme de ses crimes, tel un enfant de 2 ans, et qui a décidé que maintenant, lui seul décide quelle corporation a le droit de fusionner, s'avère être le copain de David Ellison. Pas sûr que ce soit réciproque, mais bon, il aime bien qu'on lui cire les pompes jusqu'à faire des miroirs. Du coup, Ellison a eu le droit de fusionner Skydance et Paramount, avec en échange la promesse de censurer les journaux télévisés qu'il diffuse s'ils disent des choses qui le gênent ou faire des films uniquement pour le plaisir du pédo en chef. Parce que Trump avait encore en travers de la gorge que son opposé politique avait le droit d'exister dans un épisode de 60 minutes sur CBS, chaîne de Paramount Télévision, comme le gros fasciste qu'il est. Oh, mais t'as pas le droit de
dire ça sur Trump? Alors, après ce qu'il a fait en Iran, au Venezuela, dans son propre pays et sur l'île d'Epstein, c'est même de mon devoir de rappeler que Donald Trump est plus cité dans un dossier sur un réseau de trafic de mineurs que le mot adjectif est dit dans le dictionnaire. Et je précisais que le papa de David Ellison est Larry Ellison, un des hommes les plus riches du monde, fondateur d'Oracle, l'entreprise la plus fasciste d'Amérique, car elle fait dans la collecte de données qu'il revend au gouvernement et à la CIA, et qu'il est lui aussi très pote avec Trump. Je me demande pourquoi il veut prendre le contrôle d'autant de corporations qui produisent des fictions, des chaînes d'information et de documentation. Mais il est super gentil. Ils produisent des trucs super. Musique, produits laitiers, café, émissions de télé, système de surveillance, tous les livres d'histoire, les machines à voter. Une minute. Et oui, Larry a fait pareil pour s'octroyer le contrôle de TikTok en Amérique, permettant d'en faire une autre plateforme de désinformation comme Twitter, et obtenir des avantages pour, je ne déconne pas, ses projets de recherche sur l'immortalité. Parce que vous avez peut-être remarqué à sa tête, qui est plus composée de plastique que de chair, qu'il est un petit peu obsédé à l'idée de rester jeune. Moi seul peux vivre à jamais. Donc ouais, savoir que ce mec va être à la tête de Warner, ça fait peur. Mais si la fascisation du cinéma hollywoodien ou la trahison de la liberté américaine ne vous touche pas, peut-être que la profonde incompétence de David Ellison vous inquiétera plus. Ellison Jr. gère Paramount depuis presque 1 an, et durant cette année, il a laissé se planter tous les films qui sont sortis sous son règne, parce qu'il priorisait son obsession pour Warner plutôt que de vendre les films qu'il possède déjà, comme le dernier Edgar Wright, Running Man, le film Les Schtroumpfs, le dernier film Bob l'éponge, ainsi que l'échec commercial de Mission Impossible Final Reckoning, qui a laissé enfler son budget au point qu'il ne pouvait plus se rentabiliser. Et je ne parle pas des daubes qu'il a priorisés. L'un des rares films hors franchise de sa liste est Balls Up. C'est la dernière comédie de Farrelly sur une compagnie de capotes qui sort une capote enveloppant les couilles. Et il a pensé que ce truc valait plus le coup que le film d'animation Avatar le dernier maître de l'air qui attend de sortir au point d'avoir déjà leaké. 3 mois avant la sortie de la première BA. 3 mois. Si cette situation vous rappelle quelque chose, c'est parce que c'est déjà arrivé avec ce bâtard qui annule un film Scooby et Crypto, qui était déjà fini, et qui a leaké, pour que finalement il le sorte officiellement à la va-vite. Pourquoi tous ces mecs riches qui achètent des studios détestent autant les dessins animés? Est-ce qu'Atoons a baisé leur femme ou quelque chose? Le reste de sa liste de films, c'est franchise épuisée et suite que personne n'a demandé. Jackass 5, Pat Patrouille 3, un film Beyblade produit par Jerry Bruckheimer, non c'est pas une blague, un film Call of Duty, un film Rainbow Six, une suite à Tomorrow War, un 3e film Angry Bird, un 4e film de la licence Mon beau-père et moi, un film adaptant un chant de Noël avec Johnny Depp dans le rôle principal, et un film G.I. Joe écrit par un autre nul agresseur sexuel, Max Landis. Film déjà annulé parce que, oups, prendre un mec juste pour faire chez Bitou, ça aide pas à faire des films corrects. Quand je pense que des connards se plaignent que la DEI donne du travail à des personnes issues de minorités parce que ils n'ont pas mérité leur place ou n'ont pas de vraies qualifications, mais ferment leur gueule quand des blancs sans compétences achètent littéralement leur place de patron et engagent d'autres mecs blancs incompétents et non professionnels comme Johnny Depp, Max Landis et... Il y avait qui d'autre déjà? Attends, je vérifie sur mes notes. Brett Ratner! Tu es une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Eh oui, Brett Ratner, 0 bon film au compteur, tueur d'X-Men et d'héros de la mythologie grecque, sortant tout juste de son documentaire nul et chiant qui n'existe que pour cirer les pompes de la femme de Trump, son copain de voyage pour Groomer Island, car David Ellison a aussi promis de faire un Rush Hour 4, la licence phare de ce gros nul de Brett Ratner. Et ce, juste pour faire plaisir à El Presidente, qui adore la licence. Ce qui est assez logique, sachant que ce sont des films de merde qui font que copier des films supérieurs mais mal, où nos héros font que balancer des blagues racistes et sexistes, abuser de l'autorité policière sur des civils suspects et commettre des dizaines de crimes sexuels qui glorifient l'abus de femmes au point de faire venir au passage de la licence à Paris Roman Polanski et le mec qui parlait de tuer Charlotte Gainsbourg si elle le quittait et les scènes d'action ou la mollesse d'un Donald Trump qui danse. Ouais, tu m'étonnes que Trump adore ces films, il s'identifie tellement à ces personnages. Et si vous êtes impatient pour Top Gun 3 que David Ellison s'est dépêché d'annoncer, calmez-vous un petit peu, parce que déjà le réalisateur de Maverick il s'est tiré, et il y a aussi ce petit truc qui risque de poser problème, Tom Cruise déteste Trump. Au point qu'il a annulé un film qu'il devait faire avec Doug Liman, le réalisateur de Edge of Tomorrow, qui devait être tourné dans l'espace, parce que pour ça, il devait le faire avec la NASA, et donc négocier avec Trump. Et Tom Cruise a préféré envoyer chier le président zombie. Donc je le vois mal accepter de tourner dans un film qui existe juste pour le plaisir de Trump et ses potes. Et il est fort probable que David Ellison commence à arrêter de faire confiance à Tom Cruise après les échecs de ses 2 dernières Missions Impossibles. Même si c'est plus sa faute que celle de Cruise, hein, disons-le. Et c'est sans parler des autres saloperies qui vont poser problème dans cette fusion. Vu que son papa est dans le développement d'IA, on est parti pour voir se conforcer encore plus l'IA dans la création de films et séries. Même s'il n'y a aucun intérêt pour un studio de films
vu que c'est pas copyrightable étant donné que ça consiste qu'à copier ce qui existe déjà et le mélanger n'importe comment. C'est d'ailleurs pour ça qu'au State, la Cour suprême a jugé que les créations faites sous IA tombaient automatiquement dans le domaine public et que le bureau des copyrights a estimé que les productions juste faites avec des prompts étaient peu susceptibles d'être enregistrées sous droit d'auteur. Pour une fois que le copyright est dans le camp du bien, À croire que refiler les données des gens à une super intelligence artificielle comme si on jouait au Monopoly, c'est mal. Ce n'était pas ta meilleure idée. il y a aussi la dépriorisation de l'animation, qui a déjà été démontrée par l'annulation de la sortie ciné du film d'animation sur le dernier maître de l'air, et le fait qu'il a mis de côté la suite de l'excellent Ninja Turtles Teenage Years et annulé le film Last Ronin. Si, annulé. Désolé pour ceux qui gardaient encore l'espoir, hein. Moi aussi j'aurais bien aimé que le film sorte, mais c'est mort là à ce stade. Hein. Pour à la place prioriser un nouveau film live Tortue Ninja à la Sonic. Ça existe déjà, ça s'appelle les deux daubes produites par Michael Bay. Sauf que là, ils n'avaient pas changé les designs hideux imposés par les producteurs, quand tout internet disait à quel point ils étaient dégueulasses. Et le dernier en date fut une déception commerciale, rapportant la moitié de son prédécesseur et fait perdre à Paramount 75 millions de dollars, là où le film d'animation a dépassé le double de son budget. T'es bête ou t'es idiot? Attends, je le formule autrement. T'es bête et t'es idiot. Oh, et si vous êtes fan d'Avatar le dernier maître de l'air, mauvaise nouvelle, car on sait de l'acteur Greg Baldwin, la voix d'Hiro, que... Je peux en parler parce que j'ai 65 ans et j'en ai tellement rien à foutre, ça part dans le négatif sur mon compte. Ayant travaillé en tant qu'assistant juridique dans différents studios de Los Angeles depuis 30 ans, j'ai eu l'occasion d'observer les cadres exécutifs des studios de très près. En général, il s'agit d'une bande de paumés évasifs qui ne devraient jamais s'approcher de quoi que ce soit de créatif. Mais le nouveau régime de Paramount est carrément maléfique, je vous l'assure. Ces bâtards sans âme n'ont rien d'autre que du mépris pour une série qui parle de compassion, de rédemption et de lutte contre le fascisme. Avatar est un mystère pour eux. Ils n'accordent aucune valeur à la franchise. Qui devrait perdre son boulot à cause de l'IA ? Réponse, les cadres exécutifs du studio. Ironiquement, ces cafards seront les derniers à partir. En conclusion, va te faire foutre, Paramount. Et à la place d'Avatar, Ellison préfère prioriser la licence... Yellowstone ? Ok. Je veux dire, oui, ça a du succès et déjà des tas de spin-offs, mais de là à croire que ça mérite plus d'avoir un jeu vidéo qu'Avatar ? Je me demande pourquoi Ellison aime Yellowstone à ce point. Je vais mettre un extrait au pif pour voir. Quand ces terres appartenaient à mon peuple il y a 150 ans, les enfants se faisaient enlever, les hommes tués. Les familles étaient traitées comme du bétail. Et rien n'a changé. Sauf que maintenant, l'Indien, c'est vous. Oh, get off the cross, we need the wood. Aussi, ouais, niveau jeux vidéo, vu qu'on a deux studios qui vont fusionner, ça va foutre la merde. Alors que du côté de Warner, c'était déjà pas mal la merde à cause de Zaslav. Et bien sûr, on a le problème de sa fameuse liste noire d'acteurs qu'il interdit d'engager dans un film, chose qui rappelle un petit peu Watchin, parce qu'ils ont osé dire que le génocide, ce n'est pas bien. Ce qui comprend des acteurs de talent comme Mark Ruffalo, Emma Stone, Rooney Mara, Suzanne Sarandon, Joaquin Phoenix, Javier Bardem et Melissa Barrera, qui a déjà été virée de la saga Scream à cause de ça, ce qui a fait perdre au 7ème film ses deux réalisateurs et une autre actrice qui sont restés solidaires, ainsi que des fans de la licence qui ont décidé de boycotter cet épisode-là. Alors il fait revenir Johnny Depp, Max Landis et Brett Ratner que personne ne voulait revoir, juste pour envoyer chier la cancel culture. Par contre, aucun souci à cancel des acteurs, certains oscarisés et bourrés de talent, qui osent ne pas aimer que des enfants se fassent tuer par son meilleur pote Netanyahu. Une nouvelle preuve que les anti-cancel ne sont pas du tout contre le cancel. Ils veulent uniquement avoir ce pouvoir juste pour eux, et pouvoir détruire la carrière de gens qu'ils détestent pour des raisons puériles. Oh, et c'est aussi à cause de lui que Game One a fermé. Oui, la chaîne française Game One. La chaîne était reliée à MTV qui appartenait au réseau Paramount. Et David Ellison s'en est débarrassé parce qu'il voyait pas l'intérêt de la chaîne ou de maintenir MTV en général dans d'autres pays que les USA. Donc on risque de perdre des chaînes qui appartiennent à Warner, genre Cartoon Network et TCM que ce bâtard essayait déjà de tuer, mais aussi Adult Swim, Boomerang, voire les chaînes Discovery elles-mêmes. D'ailleurs, avec le coup du rachat et les inquiétudes de l'Union Européenne sur le monopole des chaînes pour enfants, Paramount prévoit de se débarrasser de Cartoon Network et Nickelodeon pour centraliser leurs programmes, et donc probablement fermer ces chaînes. Déjà qu'il bazarde de la série Among Us par le créateur d'Infinity Train sur Paramount Plus sans pub pour le laisser dans l'oubli, alors que c'est super bien, sûrement la meilleure adaptation de jeu vidéo de l'année. Mais au moins il va prioriser des dessins animés comme Angry Bird, qui lui au moins n'est pas inapproprié pour les enfants, pas vrai? Je vous ai vu. Je vous trouve délicieux.
Je m'inquiète aussi des gros licenciements qui vont sûrement arriver, car ce genre de rachat de merde a mis les patrons sous une montagne de dettes qu'ils ne pourront pas payer de leur poche. Surtout Paramount qui a promis plus de pognon qu'ils n'en ont, et dont le bilan 2025 est catastrophique. Les mecs, ils sont réduits à mendier à l'Arabie Saoudite pour avoir le pognon pour acheter Warner. Arabie Saoudite qui est pas mal nul aussi pour vendre des films d'ailleurs. Je veux dire, merde, comment tu peux accepter de travailler pour un mec qui ne sait même pas vendre un film Mission Impossible? Mais le point le plus important, le plus inquiétant et le plus vital dans tout ce bordel, que j'ai gardé en tout dernier parce que je vois venir les gens qui vont être genre bah, on s'en fout de ça. Donc pour attirer votre attention, j'ai juste rappelé en quoi ça risquait de foutre en l'air vos licences préférées. C'est les chaînes d'information et émissions journalistiques que Paramount va posséder. La fin de la liberté. Parce que Donald Trump, ces derniers temps, déteste énormément les journalistes qui lui rappellent qu'il fait que de la merde ou qui laisse du temps d'écran à ses opposants politiques comme si on était dans une démocratie ou quelque chose. Du coup, il abuse de ses liens avec ses potes riches qui possèdent des chaînes et journaux pour forcer à la censure la moindre critique envers sa majesté. Et Ellison l'a déjà fait pour toutes les émissions qui étaient sous Paramount, mettant au poste d'éditeur en chef de CBS News Barry Weiss. Encore une autre idiote reconnue pour son incompétence incroyable qu'Ellison a engagée uniquement parce qu'elle est anti-antifasciste. Donc fasciste. Et surtout, l'affaire qui a fait le plus de bruit, l'annulation de l'émission de Stephen Colbert, le Late Show, prétextant des raisons économiques, mais ça a vite été débunké car l'émission était très populaire et dominait sa case horaire jusque-là. Parce que la vérité, c'est que Colbert a critiqué et moqué la corruption de CBS en faveur de Donald Trump. I believe that this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe. C'était d'ailleurs une demande explicite de Trump en échange de l'autorisation de la fusion Skydance et Paramount. Dégagez Colbert pour avoir osé dire ça. Ça est versé entre 15 et 16 millions de dollars en accord amiable après la plainte de Trump contre CBS pour avoir osé donner du temps d'écran à l'ex-candidate démocrate au présidentiel, Kamala Harris, lors de l'émission 60 minutes, ce qui a mené à la démission de son producteur Bill Owens. You may take our money, but you will never take our dignity. You may, however, purchase our dignity for the low price of $16 million. We need the cash. Ce niveau de censure est tel que même South Park paniquait. Le président vous a fait un procès? Maintenant qu'il y en a un qui lui a cédé, ce type peut faire tout ce qu'il veut, vous comprenez? Vous avez vu ce qui est arrivé à CBS? Eh bien, devinez à qui appartient CBS? À Paramount! Vous voulez vraiment finir comme Colbert? Alors je vous conseille d'arrêter de jouer au con! Contentez-vous de la fermer, sinon la série va être annulée, bande d'abrutis! Parce que oui, c'est le mot. Censure. À ce stade, faut arrêter d'avoir peur de trigger les fanatiques de Trump. C'est une tactique de mafieux, ça. Forcer les studios à payer un tribut pour leur roi et censurer leurs artistes pour son plaisir. C'est de la censure fasciste, littéralement. C'est un truc qui se passe dans V pour Vendetta, bordel. On rit un peu moins maintenant, monsieur le comique. Alors ce prétend faire revenir la comédie et prioriser à nouveau les blancs, mais sa censure est force au renvoi des mecs blancs et des comiques. Et si le mec est si forceur à propos de comiques, imaginez comment il va être pour les sources d'information. La seule chaîne d'information que Trump n'a pas réussi à faire taire est CNN. Une chaîne qui a beaucoup de soucis, elle est aussi possédée par un riche très louche, mais l'ennemi de mon ennemi est une connaissance chiante qu'on veut bien tolérer tant qu'il nous aide. Car c'est aujourd'hui la seule chaîne d'information américaine de grands médias traditionnels qui a le courage de poser des questions qui font peur à Trump, au point qu'il les évite dans ses interviews. Lawmakers are still talking about it on the Hill. Are you CNN? What did you say? What would you say to the survivors who feel they haven't gotten justice? You are justice? the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of You know miles what? away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. CNN appartient à Warner, donc en achetant Warner, Ellison possédera CNN, qui sera sous le contrôle de cette grosse conne, qui sera ainsi sous le contrôle de cette incompétente de Barry Weiss. Et il promet déjà qu'il forcera la chaîne à être plus gentille avec Trump, permettant ainsi à ce fasciste de contrôler la dernière grosse chaîne américaine d'information un minimum libre et d'avoir un contrôle total sur l'information des grands médias. Il essaye même de faire pareil avec Internet en ayant dans sa poche Twitter et TikTok. Oh, et Truth Social. Je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est ce truc, on dirait un blog nul rien que pour sa gueule.
Je vois même pas pourquoi il appelle ça un réseau social en fait. What is the point of this thing? Encore une fois, j'insiste là-dessus. Fasciste, autoritarisme, Big Brother, tous les trucs de dictateur quoi. Ces mots ont littéralement été inventés pour qualifier cette situation. Non, parce que c'est bien beau de la part du gouvernement ricain, les oh là là, y a pas de liberté d'expression quand ils parlent de la Corée du Nord, de la Chine ou de l'Iran. À dire qu'ils sont le seul véritable pays de la liberté. Mignon, vraiment adorable. Mais vous faites exactement pareil qu'eux. Eux, pas de gêne à dire que ce sont des dictateurs parce qu'ils sont pas blancs ou parce que ce sont pas vos alliés, hein. Et il a pas fini parce que maintenant il est en guerre contre Jimmy Kimmel et cherche à détruire sa carrière car il aime pas qu'on critique sa façon d'exploiter le cadavre de Charlie Kirk pour ses intérêts politiques et le fait que sa femme est clairement une profiteuse qui attend la mort de son mari pour prendre le pouvoir. Comme la femme de Charlie Kirk quoi. Ils sont où les connards qui spamment « On est trop dans 1984 de nos jours » quand littéralement Paramount aide à mettre en place un contrôle totalitaire des médias à une figure politique idolâtrée. Non et puis vous vous rendez compte de la honte aussi? Notre symbole de liberté d'expression c'est Jimmy Kimmel maintenant. Ce mec-là, c'est leur maximum de subversivité, de rébellion et de liberté d'expression à abattre. C'est comme si chez nous, Le Pen et Bolloré s'unissaient pour éliminer, je sais pas moi, Nicolas Canteloup là de... Comment ça, c'est quasiment ce qui est en train de se passer, là? Ah, le remake français pourri qu'on se tape, là. Aussi, je sais pas vous, mais ça me fait un petit peu chier que le cinéma que j'adore serve à financer les projets de Trump. Le suprémaciste blanc violeur pédophile, transphobe, homophobe, servophobe, qui veut contrôler l'information pour conserver l'ignorance de la population. Genre, pensez à l'argent que vous avez dépensé pour voir Top Gun Maverick, ça vous plaît que cet argent soit utilisé pour ça? Et ouais, pour les films eux-mêmes, c'est très inquiétant aussi. Et non, je ne parle pas de la licence Superman. Je sais que beaucoup imaginent que le premier truc qui va arriver une fois Paramount installé, c'est le renvoi de James Gunn, notamment les sliders sexuels qui, par pitié, passez à autre chose. On est en Big 2026. Personne à Hollywood en a quelque chose à foutre. C'est mort pour toujours. Mais le succès de son film Superman était l'un des principaux arguments de vente de Warner. Donc ils vont le garder et se partager l'argent généré par ses productions. Non, je m'inquiète surtout pour des films de la trempe d'une bataille après l'autre ou Sinners, films originaux et aux propos qui bousculent et qui n'auraient jamais pu se faire sous un studio dirigé par des potes de Trump. Et quand on voit le catalogue qu'Ellison propose et les gens qui l'engagent, non pas pour leur talent mais pour faire chier les féministes et MeToo et pour faire plaisir au président pédophile, ça fait peur. Et le fait qu'un gros studio qui en bouffe un autre, ça veut dire moins de studios en place à Hollywood, donc moins de propositions différentes, donc un marché encore plus verrouillé sur les mêmes genres et styles de films, donc moins d'alternatives pour les artistes et travailleurs. Bref, un gros appauvrissement du cinéma hollywoodien. Mais certains diront, ouais, c'est toujours mieux que Netflix qui rachète, non? Non. Je sais que Paramount te promet de faire plus de sorties salles pour les films Warner, mais dans le métier, ça s'appelle un mensonge. Avant le rachat par Disney, la Fox sortait une vingtaine de films par an. Après le rachat, on divise par deux, une dizaine par an, et encore, pas tous en salle. Ça a fini par une série d'annulations et de films relégués sur Disney+ et Hulu. Netflix aurait été un problème aussi, mais c'est la seule grosse major audiovisuelle qui semble prendre au sérieux la possibilité des salles de cinéma et à vouloir avancer dans cette direction. Là où tous les autres studios priorisent leur plateforme de streaming pour garder les bénéfices que pour eux, y compris Paramount. Donc non, l'argument de « au moins avec Paramount on perd pas les salles de cinéma » ne marche pas du tout. Surtout si David Ellison laisse ses films se planter comme il a fait jusque-là. Hein. D'autres gens, beaucoup moins raisonnables, pour ne pas dire des crétins, applaudissent ce rachat car ils y voient une victoire totale contre le cinéma woke. Déjà, désolé, mais le Hollywood soi-disant woke donne au moins des opportunités pour des propositions artistiques intéressantes, là où l'anti-wokisme est juste anti-art et ressort les mêmes vieux croutons et clowns sans talent et qui vont mourir de vieillesse dans 5 ans. On parle des mecs qui pensent que donner du développement de personnages à Luke Skywalker ou Superman, c'est du wokisme. C'est impossible de faire de l'art, ou en tout cas de l'art intéressant, avec des réacs, des conservateurs et des gens d'extrême droite. Car ils priorisent des gens qui promettent servitude à leur idéologie, plutôt que des gens capables de livrer des créations dignes de ce nom. Et si vous me croyez pas, eh bien j'ai quelques projets de fermer là sur leur cinéma. Mais surtout, l'autre raison pour laquelle ces gens-là ont tort, c'est parce que vous croyez que David Ellison en a quelque chose à foutre du wokisme? Ah non, il s'en bat les reins, parce que, hot take, David Ellison n'est pas un fasciste. Oui, je suis sérieux. David Ellison n'est pas un fasciste. David Ellison est un soumis qui veut faire croire qu'il est un dominant. Encore une fois, move de loser.
La raison pour laquelle il fait de la lèche à Trump et Netanyahu, ce n'est pas parce qu'il est aussi fasciste, raciste, homophobe, transphobe et sexiste qu'eux, mais parce que ce sont des gens puissants qui veulent le contrôle des médias et qui sont faciles à convaincre quand tu peux leur servir à quelque chose. Très mafieux comme situation d'ailleurs. Donc si Ellison promet une servitude totale à ces littéraux tueurs d'enfants, ils l'aideront financièrement et politiquement. S'il n'était pas aussi bon pour la lèche, il aurait jamais eu d'accord avec Warner. Donc oui, il fera ce que ces criminels de guerre lui diront de faire, genre virer des acteurs et actrices qui défendent la Palestine et l'Iran, ou censurer une émission qui donne trop de temps de parole à la femme politique qui leur fait peur, ce qui est déjà trop, évidemment, hein. Mais au-delà de ça, Trump et Netanyahu, ils s'en foutent du contenu des médias. C'est pour ça que Trump n'a toujours rien fait contre South Park malgré une saison à se foutre de sa gueule et se photoshop fièrement sur l'affiche d'un film clairement anti-Trump et anti-Netanyahu. Ces gens-là ne regardent pas de films et de séries avec tant de passion. Donc tant qu'ils ne gueulent pas, Ellison ne fera rien. La panique morale autour du wokisme, c'est juste un moyen pour faire oublier aux voteurs que Trump et ses potes ont fait que de la merde et enfoncer la population dans une haine raciste et sexiste dont ils tirent parti. Limite, ça les arrange qu'on fasse des films et séries woke. Ça les arrangeait, car maintenant les gens normaux en ont marre du discours anti-woke et de Trump. Bref, Ellison ne va rien supprimer tant que ça lui rapporte de l'argent. Ellison a produit le film Star Trek qui a canonisé l'homosexualité de Sulu. Depuis qu'il est à la tête de Paramount, il n'a rien fait pour empêcher l'existence de la série Starfleet Academy, sur lesquelles les droitards chialent parce qu'on montre des femmes de couleur, d'âge mûr, d'une certaine corpulence et des LGBT dans le futur utopique et prônant la diversité de Star Trek. Ça a commencé avant qu'il le dirige Paramount, oui, mais à tout moment il pouvait supprimer comme l'a fait David Bata avec Batgirl, mais il ne l'a pas fait et il a laissé la série se faire et être diffusée 6 mois après la diffusion Skydance Paramount. Et vu le succès de la série, probablement en partie dû au hate-watching des pigeons qui font 1 milliard de vidéos sur la série pour se plaindre que les LGBT existent dans le monde idéaliste de Star Trek, il va sûrement la renouveler pour quelques saisons. Non, et puis Star Trek est la série la plus pro-DEI de l'histoire, hein, et ce depuis ses débuts. Hein. Ellison ne va pas supprimer non plus les productions dites Girl Boss parce qu'il a produit Terminator Dark Fate, Ghosted, The Old Guard, Spy Kids 5 ou encore prochainement Children of Blood and Bone, film de fantasy romantique se passant dans un monde à inspiration nigérienne, mettant en valeur des femmes noires par la réalisatrice de Woman King, tirée d'une série de livres écrite par une femme noire, et piqué à Disney et Lucasfilm, donc oui, un projet encouragé initialement par Kathleen Kennedy, avant qu'il laisse l'autrice se tirer avec les droits parce que Disney voulait que du Star Wars, du Indy et du Willow. Bref, un projet où je sens déjà les vidéos puantes de grifters se plaignant que Paramount est devenu trop woke. Encore plus drôle, Skydance Animation a sorti cette année le film d'animation Aventure Croisée, film bourré de défauts, notamment le ratage total de casting en mettant le pourtant excellent Michael B. Jordan dans un exercice d'acting qu'il ne maîtrise pas pour jouer un jeune et mignon héros. C'est comme mettre Robert De Niro dans le rôle de Steven Universe, ça colle pas. Mais le film a quand même proposé une morale sur la tolérance, le vivre ensemble, et surtout ultra écologiste. Là où même Pixar saute en censure au point d'interdire son film sur la nature d'avoir une morale écolo pour ne pas froisser les gens qui chouinent à la politique dans les films. Oui, je l'ai dit, Skydance Animation, malgré leur appartenance politique à David Ellison et Trump, ont techniquement fait un film plus woke que ce qu'a fait Disney et Pixar. C'est très grave. Donc non, les droitards fragiles se trompent, David Ellison n'est pas leur parangon anti-wokisme qu'ils espéraient. Ils ont sorti ce film sur Netflix, bordel de merde. Le règne d'Ellison sur Paramount a menacé la carrière de personnes blanches hétéro cis plus qu'autre chose. Oh mais il a fait Top Gun Maverick. Non, pas du tout, il a juste financé le film. Parce que même le mec le plus con du monde sait qu'il y a un intérêt financier à faire une suite attendue depuis 40 ans avec un acteur principal populaire et qui va à fond de son délire. Et il y a que dans la tête des anti-woke que Top Gun Maverick est un modèle d'anti-wokisme. La seule politique volontaire du film est la propagande militaire facile et l'ego de Tom Cruise. Sinon, elle n'a aucun souci à mettre des femmes et personnes de couleur dans l'armée et être une icône LGBT depuis les années 80. Et du wokisme de surface pour néolibéraux nuls, mais ça pour certains c'est déjà de l'extrême gauchisme. Et la qualité du film, ça n'est pas dû à Ellison, c'est Tom Cruise et Jerry Bruckheimer qui sont tous les deux producteurs exécutifs et qui ont choisi la meilleure équipe pour faire le meilleur film possible. Donc non, David Ellison à la tête de Warner ne va pas tuer le wokisme. Parce qu'il s'en fout du wokisme, il veut juste contrôler Hollywood par ego et supposément faire des films à succès. Ce qu'il n'a pas vraiment fait ces derniers temps. Comme si ces films marchaient uniquement quand quelqu'un d'autre s'occupait du marketing. Quand Donald Trump sera enfin en tôle pour tous ses crimes, si d'ici là il n'a pas déjà complètement détruit le système judiciaire américain, David Ellison ira cirer les pompes du démocrate qui le remplacera. Il redonnera du boulot aux acteurs qu'il a blacklistés, dégagera les connards comme Brett Ratner qu'il a fait venir juste pour faire chez MeToo et annulera Rush Hour 4.
Si Zohran Mamdani était président des États-Unis, Ellison serait le producteur hollywoodien qui donnerait le plus de rôles principaux à des acteurs arabo-musulmans, et il aurait fait tout son possible pour acheter les droits de Munabai et en faire une suite ou un remake. Si la briochée était présidente des États-Unis, il n'aurait produit que des films LGBT et des drag shows, voire il aurait essayé d'acheter les droits d'Azmin Hotel pour faire un spin-off sur Angel Dust. C'est un lèche-botte, ses seules convictions sur le pouvoir et le pognon. Seulement, comme tout capitaliste, ça l'arrangeait de se faire dominer par le fascisme, parce que ça lui permettait de conserver son business model de loser. Le mec se fait financer son rachat de Warner par l'Arabie Saoudite. Il n'a aucune conviction autre que l'argent et le pouvoir. Et désolé de le dire, mais Tom Cruise et le modèle qu'il a proposé vont sûrement être dépriorisés après les déceptions commerciales des 2 dernières Missions Impossibles. À la place, David Ellison va prioriser les modèles qui ont marché pour Warner, ce qui comprend, hélas, le film Minecraft, mais aussi Sinners. Certes, Sinners a rapporté 369 millions au box-office, ce qui fait moins que les 598 millions du dernier Mission Impossible, mais Sinners a coûté beaucoup moins cher à produire, 90 millions seulement, là où le budget de Mission Impossible a enflé à plus de 400 millions, ce qui fait que Mission Impossible est à peine rentable, là où Sinners a rapporté le triple de son budget. Le problème, c'est que David Ellison, en voyant le succès de ce film, il va pas se dire « Ah, peut-être que je devrais prioriser les films originaux par des artistes intéressants issus de minorités », ni même « Oh, faudrait que j'arrête de faire des méga blockbusters de pété de thunes et faire des films plus humbles en termes de budget. » Non, il est trop con pour ça. Tout ce qu'il va comprendre, c'est « Je dois faire des têtes clones de ce film-là ou je dois en faire une franchise !» Ouais, je le vois venir que quand il sera à la tête de Warner, un des premiers trucs qu'il va annoncer, c'est Sinners 2. Pareil pour Superman, dont la production a coûté moins cher que Mission Impossible Final Reckoning, et ce sans imprévu pour gonfler le budget, pour au final rapporter plus que Mission Impossible Final Reckoning. Et pareil pour d'autres films Warner rentables avec des personnages principaux féminins dans les 5 dernières années, comme Destination Finale, Évanoui, Compagnon, Beetlejuice, Challengers, Godzilla X Kong, Evil Dead Rise, qui mettait en scène un acteur trans d'ailleurs, et bien sûr le plus gros hit de Warner de ces dernières années, Barbie, qui mettait en scène une actrice trans d'ailleurs. Et je ne parle pas du succès des films féminins des autres studios hollywoodiens, comme La Femme de Ménage, ou Le Diable s'habille en Prada 2. Même le Jurassic World avec Scarlett Johansson a eu du succès alors que putain on en a marre de Jurassic World. Les films avec des protagonistes féminins, voire girl boss, ça marche bien plus que des films d'action avec des mecs musclés maintenant, c'est un fait. Donc désolé les anti-woke, mais les films woke vont continuer à exister, même sous David Ellison. Ne blâmez pas la gauche ou David Ellison, blâmez le capitalisme. Et James Gunn ne se fera pas virer, parce que dans le vrai monde, go woke, go être plus rentable que Tom Cruise. Le box-office 2025 est dominé par des films avec des gosses chinois qui combattent le système suprémaciste, des personnages féminins qui combattent des riches révisionnistes, des familles métisses qui combattent le colonialisme, des gamines hawaïennes qui laissent tomber leur famille pour leurs études, mais je sens qu'avoir des figues de couleur c'est déjà trop woke pour eux, des femmes badass et mecs noirs balèzes qui se battent pour démocratiser un médicament, des défilés de samouraïs ninja comprenant des femmes et des BG bichonnènes androgynes, des sorcières crypto-lesbiennes qui s'opposent au patriarcat qui fait de la gentrification et du révisionnisme raciste aussi, et je parle même pas des films où des femmes tuent leur mari violent, ou les films où le suprémacisme blanc s'autodétruit, ou les films où le coming out donne le pouvoir de vaincre le mal. Les films que vous appelez automatiquement woke juste parce qu'ils ont dans leur casting des personnes non blancs hétéro cis ne sont pas morts sous Trump. Limite, il y a eu encore plus de demandes de ces films-là sous Trump. Et Ellison, aussi complaisant soit-il, ne va rien faire pour les achever, car sa seule priorité, c'est l'argent. Et Trump ne le force pas déjà à les faire supprimer, parce que les films et les séries, c'est pas vraiment sa priorité numéro 1 maintenant là. Il est trop occupé à détruire la planète et la démocratie pour faire oublier qu'il était dans le dossier d'Epstein. Hein. Donc pourquoi je m'inquiète quand même de ce rachat, même si Ellison ne va pas imposer une politique que je déteste. Encore une fois, parce qu'il est complètement incompétent. Ne laisse pas l'Empire t'entraîner dans sa chute. Le monde en a marre. Ils en ont marre de Trump qui rend le monde plus dur pour tout le monde. Ils en ont marre de la panique morale du wokisme qui se sent de plus en plus forcée. Et ils en ont marre des richards qui détruisent le cinéma pour leur ego. Donc, parti comme c'est, David Ellison va sûrement couler. Son bilan de sa première année à diriger Paramount était une catastrophe. Et il pense pouvoir gérer 2 studios alors qu'il a déjà du mal à en gérer un seul. Il s'entoure de gens nuls qui ont tout raté dans leur carrière. Et il était déjà sous une tonne de dettes avant d'acheter Warner. Donc si l'accord se fait, ça aura juste pour effet que Warner va probablement couler avec Ellison. Et je rappelle que l'achat de Warner par David Bata, ça avait déjà provoqué des suppressions de films terminés et des licenciements en masse pour payer des dettes. C'est pour ça que, oui,
J'aurais préféré que Netflix gagne l'enchère. Qu'on aime ou pas Netflix, ils sont plus compétents que Ellison pour vendre des films et séries. Ils ont des succès avérés et c'est la société de production-distribution a accepté de faire évoluer son rapport avec les salles de cinéma. Principalement parce qu'ils en avaient aucun avant, mais tout de même, c'est mieux que tous les autres studios qui dépriorisent les salles de cinéma. Paramount compris, qui a mis ses derniers films d'animation en direct en vidéo plutôt qu'en salle. Bon, du coup, après avoir perdu Warner, Netflix a décidé de régresser sur la question, malheureusement. Non, 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 ne faites pas ça! Je croyais que ça se passait bien! Cela étant dit, oui, je le redis encore une fois, même si Netflix avait gagné, ça aurait été la merde. Parce que le plus gros problème d'un studio comme Warner ou la Fox qui se fait bouffer par une autre major, c'est bien sûr la réduction du marché, un nouveau pas vers le monopole et la disparition de la diversité. Et je ne parle pas de la diversité ethnique ou d'identité de genre, hein, non. Je parle de la diversité de contenu et de propositions de cinéma. C'est Alien versus Predator, peu importe qui gagne, on perd. Mais ça, c'est ma partie pessimiste qui parle. J'ai envie de laisser mon optimisme s'exprimer un petit peu. Parce qu'il est fort possible que l'accord ne se fasse finalement pas. Car, comme je l'ai dit, le rachat présente un risque de monopole, ce qui est interdit par la loi américaine, même si le président le soutient. Du coup, des sénateurs et inspecteurs du Congrès vont devoir analyser la situation et voir s'il y a un risque de monopole sur l'industrie hollywoodienne. J'espère, hein, parce qu'il serait temps qu'ils apprennent des leçons de la fusion Disney-Fox, hein. Et Ellison le sait, car quand Netflix semblait vainqueur de ce rachat, il a chialé pour qu'on fasse une commission d'enquête sur les risques de monopole de cette fusion-là. Ce qui lui faut une sacrée balle dans le pied parce que, du con, tu te rends compte que si toi, tu possédais Warner, il y aurait le même problème de monopole, là? C'est même pire, parce que d'accord que Netflix est un studio important, mais beaucoup moins ancré dans le paysage hollywoodien que Paramount. Surtout qu'en plus, certains politiciens n'hésitent pas à qualifier ce rachat de contrôle de l'extrême droite sur l'information. Et comme la sphère politique est de plus en plus remontée contre Trump, fort probable qu'ils annulent l'accord juste pour empêcher Trump de dominer toutes les chaînes d'infos. Mais aussi, une bonne partie des talents d'Hollywood s'opposent à cette fusion. Parce qu'ils savent très bien que ça met en danger l'industrie, la liberté artistique, et oui, leur métier. Quelques des plus talentueux, lucratifs et populaires de l'industrie comme Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Denis Villeneuve, J.J. Abrams, Jane Fonda, Mike White, David Simon, David Chase, Don Cheadle, David Fincher, Bryan Cranston, Damon Lindelof, Yorgos Lanthimos, Willem Dafoe, Tony Gilroy, Steve Buscemi, Viggo Mortensen, Florence Pugh, John Malkovich, Frances McDormand, Alfonso Cuarón, Robert De Niro, Daniel Kwan, Glenn Close, Todd Haynes, Pedro Pascal, Alan Cumming, Phil Lord, Chris Miller, Rosario Dawson, James Gray, Sofia Coppola, Adam McKay, Javier Bardem, Edward Norton, Boots Riley, David Cross, Spike Lee, James Cameron, Guillermo del Toro, Ryan Johnson, David Harbour, Craig Mazin, Uma Thurman, Paul Giamatti, Amanda Seyfried, Bong Joon-ho, Greta Gerwig, les sœurs Wachowski, John Hamm et bien sûr le best gars de tout Hollywood, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. On a tellement de noms dans cette liste qu'on n'est pas loin d'avoir une autre grève des acteurs et scénaristes. Sauf que cette fois, on va avoir les réalisateurs et showrunners en plus du reste. Personne ne veut de cette fusion. Et si la fusion se passe quand même, bah de toute façon, David Ellison a mis plus de la moitié d'Hollywood sur sa blacklist là. Bonne chance pour faire des films sans eux, hein. Et comme je l'ai dit de nombreuses fois dans cette vidéo, David Ellison, il a enchaîné les flops là en 2025. Et ils étaient déjà couverts de dettes avant même qu'ils arrivent à convaincre Warner de fusionner avec eux. Donc, comment ils vont payer les 111 milliards de dollars pour cet achat ? Je veux dire, rien que ça, 111 milliards de dollars juste pour que des riches aient le contrôle sur les médias. Alors qu'on pourrait faire des trucs beaucoup plus constructifs avec cet argent sale. Il peut aller chialer auprès de son papa riche, mais au bout d'un moment, lui aussi, il va finir par plus avoir de sous. Chialer auprès de ses potes fascistes, mais eux aussi, ils sont dans la dèche à force de commettre des crimes de guerre. Ils chialent auprès de l'Arabie Saoudite, là maintenant, mais je sais pas s'ils vont tenir leur promesse de payer même pas un quart de la somme promise à Warner. Car, vu qu'ils perdent aussi beaucoup d'argent avec leurs propres films hollywoodiens, il est possible qu'ils se disent « Fuck Hollywood, on va se contenter de faire des films pour nous ». Et comme Paramount n'a pas été rentable en 2025, ouais non, c'est bien parti pour que Ellison n'arrive pas à réunir l'argent à temps et que Warner finisse par partir. Et surtout, si cet accord ne se fait pas, et bien du coup, tous les acheteurs potentiels auront quitté la course. Et donc Warner retourne à la case départ avec 0 rachat à l'horizon. Ce qui est finalement la meilleure fin pour tout le monde. Pour les spectateurs qui garderont une diversité de propositions de cinéma, surtout de qualité, au lieu de bouffer la même merde uniformisée par les producteurs. Pour Warner qui ne subira aucun changement et pourra continuer à progresser. Pour la population américaine qui aura toujours une source d'information non contrôlée par un esclave de Trump. Même pour ce bâtard qui touchera quand même un beau petit chèque de plusieurs millions si aucun accord ne se fait. Et oui, même pour David Ellison lui-même en fin de compte. Car il aura une dette de moins à régler et que peut-être que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un gosse de riche égocentrique aura acquis la leçon bénéfique que tous les enfants normaux ont appris vers l'âge de 3 ans. You can't always get what you want.
Parce qu'il y en a marre de tous ces richards qui n'y connaissent rien en cinéma et en télévision, achètent tout et imposent leur merde qui n'arrange qu'eux. On est là pour voir des artistes créer, pas pour remplir les poches de losers. D'ailleurs, c'est tombé durant le montage de cette vidéo, 12 États américains, dont la Californie où se trouve Hollywood donc, et le syndicat des scénaristes hollywoodiens ont uni leurs forces dans une plainte pour empêcher cette fusion, utilisant principalement l'argument économique, plainte qui déjà fait retarder la finalisation de la fusion, donc c'est déjà une petite victoire, mais en plus, plus la fusion attend, plus la Paramount voit sa dette augmenter. Donc, soit la plainte arrive à terme, soit Warner se retire pour éviter les problèmes, vu que clairement personne ne veut qu'il fusionne avec Paramount, soit, le plus probable, la Paramount pourra plus fusionner à force de perdre de l'argent dans cette histoire. Ellison, de son côté, agit toujours en loser capricieux, il menace de... fait lâcher les effectifs de Paramount hors de la Californie. Mec, tu veux que ton studio hollywoodien quitte Hollywood? Et avec le montage de tête que tu te tapes déjà, comment tu vas payer la délocalisation complète de ton studio abruti? Non, et puis, va expliquer aux actionnaires de Paramount que tu veux déménager tous les studios car t'es pas content qu'on te dise non. Non, encore mieux, explique ça aux actionnaires de Warner qui t'ont déjà refusé une dizaine de fois et que t'as forcé à céder pour pouvoir être leur nouveau patron, qu'ils vont devoir déménager leurs effectifs car t'es pas content qu'on te dise non. Pauvre clown pourri gâté. Donc ouais, ce petit con il est en train de perdre et s'est mis littéralement la ville d'Hollywood à dos. Ce qui veut probablement dire que la fusion va finir par être annulée. Ok, là ça vient de tomber 17 heures avant la diffusion de cette vidéo. La plainte vient d'accueillir les abonnés de Paramount+, donc leurs principaux clients, qui ont compris que la fusion allait augmenter le prix de leur abonnement. Et surtout, c'est génial, les actionnaires de Paramount. Oui, même eux ont rejoint la plainte pour bloquer la fusion et porte plainte contre David et Larry Ellison. Là, c'est un coup mortel, car généralement dans ce genre d'histoire, quand les actionnaires et les patrons s'affrontent, c'est les patrons qui dégagent. Rendez-vous compte, après s'être mis à dos l'industrie hollywoodienne entière, ils se mettent à dos leurs propres clients. Donc là, ouais, je me permets de le dire, la fusion va être annulée et les jours de David Ellison à la tête de Paramount sont comptés. Et si vous vous dites, oh bah ça on s'en fout, c'est que le cinéma hollywoodien, le cinéma français c'est bien mieux. Tu devrais pas t'en foutre l'ami, parce que Vincent Bolloré essaye de faire la même chose mais en pire en France. Il a aussi fait une liste noire d'artistes avec qui il ne veut plus donner du travail, car ils ont osé critiquer sa prise de contrôle, son forçage de films de propagande et sa censure des médias. Seulement, oups, en France, ça s'appelle de la discrimination, et c'est illégal. T'as qu'à pas violer la loi, andouille! Dommage que l'Amérique de Trump, c'est le pays où le crime est légal. Les richards qui achètent nos médias pour les offrir à l'extrême droite sont un fléau à travers le monde. Et personne ne veut ça, sauf des idiots qui sont prêts à manger de la merde et être pris pour des pigeons tant que les gens qu'ils haïssent souffrent. Ce sont eux, les fameux lobbies qui contrôlent les médias et notre culture. Ceux dont parlent tous ces théoriciens du complot obsédés par la guerre culturelle. Donc, s'ils détestent vraiment la propagande et les gens qui priorisent la politique au vrai talent, et s'ils sont vraiment pour la liberté d'expression et artistique, ils doivent être contre ça aussi. Ou bien, ils confirment que ces mots n'ont aucune signification à leurs yeux, que leur discours n'était qu'une soupe de mots, des buzzwords pour berner les gens, et qu'en réalité, ils veulent décider eux-mêmes qui doit être censuré ou cancel, comme les snowflakes de la justice sociale qu'ils prétendaient combattre. Et ceux-là, ils vont vite comprendre que go fâche, no cash. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties sur cette chaîne ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous regardez cette vidéo sur téléphone, vous pouvez booster ma vidéo. Et si vous voulez soutenir cette chaîne et cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon où vous y aurez accès à mon Discord privé où on parle d'un peu de tous les sujets, je vous tiens au courant de l'avancée de la prochaine vidéo et vous montre des exclus, ainsi que des goodies comme des t-shirts, posters, badges et mugs ou des exclus comme les versions non censurées de mes vidéos. Vous pouvez même y choisir un film pour mon émission, le Vidéo Club virtuel diffusé un samedi sur 2 sur Twitch. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film ou tout simplement avoir mon avis, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.